Alors, salutations à tous les auditeurs de Radio Infocité. Bienvenue à l'émission Les Chiens Fous. Écoutez, bienvenue à la chronique Samson Avero. Aujourd'hui, on a un invité pour l'entrevue Santé, Société, Environnement, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'émission. Écoutez, on a un invité ici qui est, dans le fond, psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique et philosophe, qui a écrit une vingtaine d'ouvrages, dont L'imposture du droit sexuel. Écoutez, Ariane Biloran, bienvenue à Radio Infocité. Comment allez-vous? Bien, merci beaucoup pour votre invitation et merci à tous les auditeurs. Oui, écoutez, Madame Biloran, on va tout de suite d'emblée entrer dans le vif du sujet avec cette fameuse conception ou idéologie du droit sexuel. J'aimerais ça que vous nous entreteniez un petit peu là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans mes chroniques de cette idéologie-là, tout ce qui est relié au droit sexuel, à la culture extrême de l'ego. J'aimerais ça que vous nous rentriez un petit peu sur votre livre L'imposture du droit sexuel et d'où vient ce concept du droit sexuel. Alors, l'origine même de cette notion bizarre, on va dire, c'est bizarre, de droit sexuel, elle vient de l'officine de pédagogie sexuelle, entre guillemets, d'un certain Alfred Kinsey. Donc, pour résumer en une phrase, qui fut une réelle imposture scientifique, puisque ça a été un pédocriminel qui a effectué des recherches extrêmement étranges en se fondant sur toute une équipe de pédophiles internationaux sur les orgasmes d'enfants, dont des orgasmes de nourrissons. Donc ça, c'est pour faire très court. Et cette imposture a été dévoilée par la professeure américaine Judith Reisman. Alors, là-dessus, la problématique, elle est que cette notion de droit sexuel, dont on va voir qu'elle ne veut pas dire grand-chose, est promue dans les instances internationales par l'IPPF, le Planning Familial International, avec la Déclaration des droits sexuels, et en Europe par l'OMS, avec les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors, donc l'OMS, c'est en lien avec évidemment l'ONU, et par toute une série en fait d'acteurs internationaux qui vont suivre en fait ce mouvement soi-disant du droit sexuel, qui va être un mouvement qui n'est pas disons une nouvelle façon de peut-être d'améliorer l'intégrité, le respect de l'intégrité de chacun, même si ça peut être invoqué en surface, ou de lutter contre les discriminations, mais est en réalité un concept assez pervers qui est imposé et va être imposé, le but étant de l'imposer dans tous les pays, avec des pays, on va dire, laboratoires, l'Europe étant un laboratoire, et manifestement le Canada aussi, d'après le programme que j'ai reçu. Alors, dans ces soi-disant droits, peut-être pour finir rapidement, dans ces soi-disant droits, il y a clairement l'idée que on n'est pas là pour réfréner nos désirs, et donc on a une espèce de conception de l'enfant comme un être sexualisé. Sexualisé, c'est-à-dire qu'il y a une sexualité dès la naissance, pas sexué, il n'a pas seulement un sexe, il a une sexualité, et doté d'un consentement sexuel responsable et autonome, puisque même les standards pour l'éducation sexuelle en Europe parlent de citoyenneté sexuelle au sujet des enfants. Voilà pour faire très court. Oui, écoutez, c'est tout à fait, juste pour le bénéfice des auditeurs, encore une fois, j'ai vérifié avec le Canada sur le site internet du gouvernement canadien. On a financé en 2017-2018 les PPF à hauteur de 20 millions. Fait que c'est un organisme international qui est financé par les États et peut-être même, je sais pas, j'ai pas vérifié, peut-être même par des compagnies pharmaceutiques aussi.
si je ne m'abuse, mais il faudrait peut-être faire un peu de recherche. Mais pour ce qui est, les auditeurs pourront aller vérifier sur le site Internet du gouvernement canadien. C'est un organisme qui est financé grassement par le Canada et bien d'autres pays. Écoutez, merci pour ce volet du droit sexuel. Oui, on peut peut-être ajouter, oui. Pardon, Éric, une toute petite remarque, c'est oui. Que, en tout cas en France, mais au niveau international aussi, mais en France, c'est très explicitement dit, l'IPPF ne reconnaît pas d'âge limite pour le consentement sexuel. Si vous voulez, des êtres humains. Donc ça veut dire que d'après, s'il n'y a pas d'âge, en fait, un enfant de 2 ans peut avoir donc un consentement sexuel. Oui, c'est très clairement. C'est complètement. Voilà. Je ris, mais c'est pas drôle. De le dire, parce que nous, en France, on a eu beaucoup de débats par rapport. On a eu une dissociation de la majorité sexuelle avec l'histoire du consentement, alors qu'avant, ça a coulé de source qu'une majorité sexuelle, c'est lié à un consentement, à un discernement. Ouais. Et donc, ensuite, il y a des associations qui veulent placer quand même un âge minimum à l'adolescence. Et nous avons donc, l'IPPF qui estime que non, il n'y a pas d'âge pour le consentement sexuel. Voilà. Oui, c'est complètement une aberration. Et cet organisme-là est financé par les États. Écoutez, j'aimerais aussi qu'on parle aussi des dérives, peut-être là, vous connaissez beaucoup le cours en éducation à la sexualité, mais au niveau, là, vous avez parlé de l'ONU tout à l'heure, mais je pense que l'IPPF puis l'OMS, ils ont un peu le même plan, le même projet aussi. Alors, il faut bien expliquer qu'en fait, l'OMS s'appuie sur la déclaration des droits sexuels de l'IPPF. C'est ça. D'accord ? Elle en fait comme si c'était une déclaration de type scientifique, de même que les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Je prends ces standards parce que là, il y a des références. Alors, on va regarder les références et on voit que les organismes dits scientifiques, pour le soi-disant développement, entre guillemets, psychosexuel de l'enfant, c'est SIECUS, et SENSOA, c'est-à-dire le SIECUS, c'est l'organisme de pédagogie sexuelle de Kinsey, d'Alfred Kinsey. Oui. Voilà la caution scientifique. Voilà, et donc c'est quand même assez particulier. Et SENSOA, c'est de la même façon une association, et on va retrouver donc avec des mobiles d'associations. On n'est pas du tout sur de la recherche scientifique. Et donc l'éducation sexuelle, si vous voulez, c'est une des ramifications de ces droits sexuels. Parce que faire valoir son droit sexuel, comme si on avait attendu les États les êtres humains avaient attendu les États pour rechercher le plaisir dans leur vie et la jouissance sexuelle, c'est quand même particulier, alors que l'État, il est quand même censé réguler justement la tentation de l'être humain de toujours faire ce qu'il veut et d'être dans son désir. C'est le principe du droit, c'est de réguler ça, c'est pas de l'encourager. Donc voilà, on est, alors pour parler d'éducation sexuelle ou l'éducation à la sexualité, dans la mesure où ce terme même, et c'est comme le droit à la sexualité, est né dans ces mêmes officines Kinsey, en soi, le terme est une dérive et encourage à la dérive. Je crois qu'il faut bien distinguer de la prévention au danger, par exemple. Et rien que ça, entre parler éducation sexuelle ou prévention au danger, et on pourrait même mettre dans cette prévention au danger, une prévention pour la drogue, pour l'alcool, enfin, ça pourrait être aussi des priorités qui sont des dangers réels que rencontrent les adolescents d'aujourd'hui. Eh bien non, l'accent il est mis sur la sexualité, et éduquer à la sexualité, c'est vraiment absolument paradoxal, puisqu'en fait l'éducation elle vise à au contraire enseigner le refoulement sur un certain nombre de choses pour qu'on puisse vivre ensemble. Tous ces gens-là qui, en plus, j'ai fait un article, une lettre justement à Judith Reisman pour expliquer ça, elle est disponible sur Internet, on pourra mettre peut-être le lien. En plus, tous ces gens-là qui s'appuient sur Freud, eh bien Freud il dit précisément qu'il ne faut surtout pas éduquer l'enfant à la sexualité ni le séduire dans ce domaine-là, puisqu'il deviendrait inéducable. Donc, on en est là. Et alors, si je peux rajouter sur cette éducation à la sexualité, le problème, c'est qu'elle nous est encore une fois présentée comme une lutte pour la tolérance, contre les discriminations et même contre les abus sexuels, alors qu'en soi, elle est abusive et transgressive.
Et j'ai aussi fait une vidéo que les auditeurs pourront aller voir sur les racines des droits sexuels. Alors là, je la conseille vraiment fortement et on voit très clairement les ramifications et d'où ça vient. Oui, en même temps, pour prendre la balle au bon, j'invite les auditeurs à aller voir le site de Madame Bileran et faire un peu de recherche sur Alfred Kinsey, parce que là, c'est pas une chronique ou une entrevue sur Alfred Kinsey, mais il y a beaucoup de documentation sur Internet. Et puis, mais parlez-nous donc de l'importance chez les enfants d'apprendre pas à réprimer, mais à contrôler cette pulsion-là sexuelle. J'aimerais ça qu'on s'en parle. Alors, en fait, déjà, je crois que parler aujourd'hui de sexualité de l'enfance, c'est un non-sens complet. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant qui est sexualisé, c'est un enfant qui a été transgressé d'une façon ou d'une autre. Hein, puisque l'enfant, il n'invente pas ça de lui-même. Hein, c'est-à-dire qu'un enfant, entre guillemets, normal, qui grandit dans des conditions normales et de protection normale, il n'est pas dans une recherche de sexualité. Hein. Par contre, l'enfant, il est dans de la pulsion. C'est-à-dire une pulsion, ce que la psychanalyse avait appelé le principe de plaisir, c'est-à-dire il veut faire ce qu'il veut sur le moment immédiat. Et précisément, il est donc très important qu'il apprenne à des interdits moraux structurants pour pouvoir vivre en société. Hein, c'est-à-dire, on ne frappe pas, on ne tue pas, on ne vole pas. Voilà. Et donc, l'éducation, elle vise à précisément, et ce sur plusieurs années jusqu'à la fin de l'adolescence, à ce que ces interdits moraux puissent être intériorisé. Et je distingue bien l'éducation de l'instruction, transmission de connaissances. Ouais. Hein. Donc, ça, c'est pouvoir vivre en société. Parce que si on n'a pas intériorisé ces interdits fondamentaux, comment on va vivre ensemble ? Et on va peut-être en parler. Hein. Donc, autre chose, l'enfant est extrêmement vulnérable du fait que c'est un enfant. Et donc, il y a de toute façon une autorité de l'adulte sur l'enfant, qui fait que l'adulte, il doit être là pour le protéger de ses propres pulsions, effectivement, et qu'il puisse apprendre à refouler ses pulsions, et également ne pas encourager quelque chose d'extrêmement dangereux, qui est effectivement une sexualisation précoce. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que, et là, effectivement, je vais reprendre ce que disait Freud, parce que ça rendrait l'enfant inéducable, parce qu'il serait complètement submergé par quelque chose qui lui fait, qui est un traumatisme pour lui, puisqu'il n'est pas du tout en âge d'intégrer ce que c'est la sexualité, tout court. Et par ailleurs, et ça, tous les plus grands philosophes de l'humanité nous l'ont dit depuis la nuit des temps, la civilisation, elle commence avec la pudeur. Or, c'est bien ce qu'on doit apprendre à l'enfant, c'est la pudeur. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on va enseigner en parlant, et je vais reprendre peut-être des modules de votre programme, hein, parce que, alors, c'est vrai que c'est intéressant, parce que votre programme, il est vraiment, je dirais peut-être que nous, en France, on ne l'a pas aussi explicite, parce qu'on a eu beaucoup de résistance, hein, de différents mouvements et du corps de la population, mais alors vraiment, c'est totalement dans la lignée de ces fameux droits sexuels. Oui. Donc, est-ce que vraiment on apprend la pudeur à un enfant de 6 ans, par exemple, je prends les lignes du programme, traitant quelques dimensions de la sexualité, donc on parle donc en groupe et en classe, hein, avec un adulte, hein, en illustrant par des exemples concrets comment elle se vit et s'exprime dans sa vie d'enfant. Donc là, on nous explique que l'enfant a une sexualité dans sa vie d'enfant, et on va en parler en classe. Donc on va atteindre, faire un attentat à la pudeur à minima, sans parler des supports pédagogiques que l'on voit, dont j'ai malheureusement eu connaissance, en tout cas en France, et des adultes qui croient bien faire parce qu'on leur explique que c'est scientifique. Sauf que quand on va analyser, ça n'a rien de scientifique. Hein. Alors évidemment qu'un enfant qui aura été sexualisé va parler de sexualité. Ouais. Donc c'est un petit peu le... Voilà. Ouais. Et l'intention, Madame Bileran, des instances internationales comme ça, parce que à l'endos de votre livre, vous parlez, parce que dans le fond, c'est la définition, elle décrit les mécanismes pervers qui contribuent à la mise en œuvre de ce nouvel ordre mondial au travers de la transgression sexuelle des enfants et adolescents. Quelles sont les intentions des organismes internationaux comme ça d'instaurer
par l'entremise du droit Alors, sexuel, le nouvel ordre mondial? alors, plusieurs choses. D'abord, ces organismes internationaux sont infiltrés, hein, parce que de toute façon, l'Institut Kinsey, par exemple, est promu à l'ONU. Hein. Donc, ça n'est pas. Vraiment, je renvoie les auditeurs à ma vidéo sur les racines des droits sexuels, parce que toutes les ramifications sont données. Donc, ça, c'est des faits. Les textes existent et doivent être étudiés, évidemment, à la virgule, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le discours pervers, ils vous emballent ça dans un joli paquet cadeau. Et c'est ce que je dis toujours, c'est le bonbon empoisonné. Alors, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, c'est que en sexualisant l'enfant extrêmement précocement, en fait, on va l'empêcher de faire son développement moral. Or, son développement, en plus d'un traumatisme psychique, hein, de transgression, d'interdits fondamentaux, et précisément, ça n'est pas parce que ça... Par exemple, l'adulte va dire oui, on va expliquer les relations sexuelles avec pénétration à l'âge de 6 ans. Ça, c'est dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Oui. Donc, en espagnol, hein, relations sexuelles con pénétration, parce qu'en français, ils ne le mettent pas, ils mettent pas avec pénétration. Mais bon, en espagnol, c'est très explicite. C'est le même programme. Donc, à 6 ans. Donc, à partir du moment où on va faire ça, déjà, on va transgresser l'enfant et on va le traumatiser. Parce que l'enfant, il se construit aussi dans un imaginaire. Et c'est parce qu'il va construire une intimité très forte qu'il va pouvoir devenir un citoyen politique avec des interdits moraux et construire une société qui tient de la route. Là, en transgressant, en fait, déjà, ce qu'on appelle, nous, en psychologie, mais également en anthropologie, l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire que l'adulte vient parler de sexualité à l'enfant alors qu'il n'a rien demandé, que c'est en groupe et que c'est finalement extrêmement intrusif, c'est une transgression de l'interdit de l'inceste, hein, c'est-à-dire un mélange des générations. Et ceci, c'est clairement la porte ouverte au chaos. Donc, je veux dire, à titre individuel, les enfants, vous êtes complètement désaxés, avec une impossibilité, vont devenir des obsessionnels du sexe. Et c'est très facile, hein, de créer une addiction au sexe. Il suffit de traumatiser, en fait, un enfant. Hein, et ensuite, on voit bien, moi j'ai beaucoup de patients adultes qui ont été transgressés enfants, et on voit bien que ça a effectivement mené souvent à des addictions sexuelles irrépressibles. Donc déjà, au niveau de l'individu, c'est quelque chose qui va le tourmenter énormément, puisqu'il n'y aura pas eu cette protection nécessaire au développement de sa vie psychique, de son imaginaire, de ses interdits moraux, de tout ce qui vient en second. En fait, la pulsion est toujours première. Effectivement, de même, avoir une sexualité épanouie à l'âge adulte, c'est pas de coucher avec tout le monde, c'est de pouvoir avoir une sexualité en conscience, en étant aligné avec ses émotions, etc. Et là, en fait, cette transgression, elle va créer des individus extrêmement soumis, et justement, ils seront citoyens sexuels, pour reprendre les termes des standards pour l'éducation sexuelle en Europe, c'est plutôt citoyen politique, hein, parce que le politique, ça nécessite quand même justement une conscience aiguë, et précisément de ne pas mettre la pulsion au premier plan. Ouais. Voilà, donc ça va être un univers pervers dans lequel nous sommes déjà, de toute façon. Ouais. C'est comme, dans le fond, comme vous disiez tantôt, c'est un peu mettre la table ou mettre les semences pour une société qui est un peu qui pourrait ne pas mettre l'emphase sur l'éducation ou sur la conscience d'un éveil citoyen, un citoyen responsable. Alors non, c'est très pour avoir lu votre livre là, moi quand le cours en éducation sexualité, je l'avais pas vu comme ça, mais à force de faire un peu de recherche, je me suis questionné, et puis j'ai vraiment je me suis rendu compte que écoutez, là, c'est toujours sous une éthique de façade, hein, tu sais, qu'on nous présente, c'est pour protéger l'enfant, mais au final, le plan en arrière, c'est un peu pervers, comme vous le dites si bien, là. Tu sais, il y a comme une intention profonde de peut-être amener ce chaos-là dans la société. Bref. Oui.
Ouais. Oui, oui, absolument, puisque des gens qui ne sont plus citoyens politiques, ils sont manipulables, et on le voit déjà aujourd'hui. On voit que finalement, nous en France, en tout cas, on a d'énormes problèmes pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de ce qui va aider l'enfant précisément à devenir un adulte avec un esprit critique. Alors là, en introduisant la sexualité dès le plus jeune âge, ça va être du grand n'importe quoi, Oui. dont effectivement une transgression absolue du développement psychique de l'enfant. Voilà. Et oui, et c'est partout dans la sphère médiatique aussi, hein, ce droit sexuel-là. Et puis dans l'industrie musicale, dans l'industrie de la mode, on voit beaucoup l'hypersexualisation. Bref, en tout cas, je pense que ça corrobore vos dires, hein, si on regarde un peu et qu'on analyse tout ça. Comme parents, je pense qu'il faut qu'on fasse des choix. Moi, j'invite les auditeurs vraiment à prendre conscience de ce cours-là, que le cours ici au Québec, on va en parler en deuxième partie, mais j'aimerais ça qu'on aborde juste une dernière question sur l'hypernomenclature en termes, au niveau de la différence de genre, intersexe, pansexuel, toute cette culture extrême de l'ego et de nouveaux langages, hein, une sorte de novlangue qu'on nous impose. Là, j'ai entendu dernièrement, mais ça fait peut-être un petit bout. Quand on se trompe, mettons il y a une personne a changé de sexe, parce que c'est son droit de changer de sexe, parce qu'elle a le droit de changer de sexe à tous les jours, selon son humeur. Si on se trompe en nommant, en lui disant que c'est une femme ou un homme, peu importe, on va la mégenrer. En tout cas, moi, c'est tout nouveau ce que j'ai entendu. Et là, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il pouvait avoir des micro-traumatismes en se faisant mégenrer comme ça. Alors là, c'est une attaque à la différence chez la personne. On parle de culture de l'ego. J'aimerais ça que vous me parliez de cette nouvelle nomenclature-là, de toutes sortes de noms en lien avec l'idéologie transgenre, le droit sexuel aussi. Là. Mais, alors, j'ai un petit peu développé ça dans mon livre Psychopathologie de la paranoïa. Je crois qu'il faut être très méfiant à partir du moment où on nous inculque une nouvelle langue, hein, parce que ça, il n'y a que les totalitarismes, hein, qui ont fait ça, c'est-à-dire changer les vocabulaires, imposer une nouvelle langue pour en fait nous perdre complètement, parce que on n'y comprend plus rien. Il faut être tout à fait honnête, on n'y comprend absolument plus rien quand on va voir ces lexiques-là. Et il y a surtout cette imposition d'une nouvelle langue qui en fait est destinée à sidérer, on va dire, les cerveaux, c'est-à-dire faire en sorte que nous ne puissions plus penser, parce qu'à partir du moment où on attaque notre langage, comme dans 1984, peut-être que les gens connaissent d'Orwell, mais on est tout à fait là-dedans. Enfin, on est dans un mix d'Huxley, hein, sexualisation à tout va. Donc tout le monde va finir complètement uniquement obnubilé par le sexe, et ça sera pratique parce que les gens n'auront plus aucune capacité de penser. Et l'autre chose, c'est effectivement tout un vocabulaire imposé de façon totalitaire qui au final perd tout le monde. Hein, perd tout le monde et empêche de réfléchir, et avec une espèce effectivement de totalitarisme, de rentrer dans le délire. Nous, en psychopathologie, on a analysé beaucoup, hein, dans les différentes études du XXe siècle, qu'à partir du moment où on crée des nouveaux mots, comme ça, qui étaient imposés, c'était de l'ordre du délire. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les psychotiques, dans leur délire, qui créent des nouveaux mots et qui les imposent. Donc, je crois qu'on est dans un délire à échelle sociétale, un délire de type paranoïaque, parce qu'il persécute tous ceux qui ne seraient pas d'accord ou voudraient penser différemment, au nom du respect à la différence. On n'a plus le droit de penser différemment. Donc, c'est quand même assez aussi paradoxal. Mais c'est vrai, et c'est effectivement un culte du narcissisme à outrance. Or, on sait bien que si une société elle fonctionne sur la perversion, c'est-à-dire sur le narcissisme à outrance, et pas sur
l'altérité, l'empathie, le respect, un minimum de morale, je ne crois pas qu'on soit en excès aujourd'hui, eh bien, c'est le chaos. Donc, c'est le chaos et c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'au nom de soi-disant protéger les uns les autres, en réalité, ce sera celui qui sera le plus fort qui va imposer sa loi du plus fort sur les personnes les plus vulnérables. Ouais. Voilà. Ben, sur et ça, alors, à titre personnel, j'ai beaucoup de retours de personnes homosexuelles ou même parfois trans qui me félicitent pour mon travail parce qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec la façon dont ils sont instrumentalisés. Et je crois que c'est très important de le dire et même en même temps, à un moment donné, mettre en valeur la parole de ces personnes-là. Oui, c'est tout à fait pertinent. Et moi aussi, j'ai des amis qui sont homosexuels et qui ne cadrent pas vraiment dans cette idéologie-là. Écoutez, c'est déjà terminé pour la première partie de l'entrevue. Ça va tellement vite. On en prendrait plein comme ça. Mais écoutez, on va se quitter sur cette partie. Parce qu'on a mis la table pour la prochaine partie. On va vraiment entrer un peu plus dans le cours d'éducation de la sexualité qui a été imposé au Québec. Je vous remercie beaucoup. Salutations aux auditeurs. Merci à vous. Merci, à la prochaine.